En cette période très troublée, on peut s'interroger sur la guerre et son origine, parce que la guerre, elle n'est pas seulement en Ukraine, elle est partout. Ça fait des décennies que les guerres s'enchaînent, qu'on nous parle sans arrêt de conflits qui ont lieu partout dans le monde. Et je trouve que ces 2 dernières années, à l'évidence, la guerre est rentrée dans notre société comme jamais. Nos sociétés sont profondément divisées, fractionnées. Les familles ont été divisées, fractionnées sur les questions du Covid, du pass, du vaccin. On vit vraiment une période où la guerre s'est immiscée dans nos couples, dans nos relations, dans les relations parents-enfants, partout, absolument partout. Alors on pourrait vraiment s'interroger sur l'origine de ce phénomène, pourquoi finalement on ne fait que passer d'une guerre à une autre. Cet état n'a pas été toujours le cas dans l'humanité, contrairement à ce qu'on peut croire. Si on étudie un petit peu l'histoire, on va s'apercevoir qu'il y a eu notamment une période charnière qui s'appelle l'âge de bronze. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et en quoi ça nous concerne aujourd'hui de façon absolument essentielle. L'âge de bronze, c'est quand les humains se sont mis à manipuler le bronze et à faire des armes beaucoup plus solides, et donc beaucoup plus tranchantes, et donc beaucoup plus puissantes, beaucoup plus létales, beaucoup plus dangereuses, et aussi à pouvoir se faire des cuirasses de protection. L'âge de bronze, c'est l'émergence d'une société guerrière, où les êtres qui sont des politiciens manipulateurs guerriers sont au sommet de la hiérarchie. Ça devient une valeur finalement, ça devient ce qui est supérieur à la production de l'alimentation par exemple. On va tout d'un coup changer, même en Égypte, qui pourtant a une continuité. Vous avez des cassures dans le gouvernement et la culture égyptienne où il y a l'apparition d'une culture guerrière de défense des territoires. Et à ce moment-là, celui qui est capable de défendre le territoire est au sommet de la société et tout le monde se met à son service. Donc, le bronze fait apparaître, c'est typique ça du fonctionnement du mal, c'est-à-dire qu'il fait apparaître un problème, mais en réalité, il a aussi une solution apparente au problème. Et donc, il balade sans arrêt l'humanité entre une problématique et une pseudo-solution qui en réalité est à son avantage et c'est ce qu'il voulait avoir. C'est-à-dire que pour faire avancer l'humanité dans une direction, on le voit très bien aujourd'hui avec la technologie, on va créer un pseudo-problème, on l'augmente et on propose une solution bien sûr technologique. On va créer des maladies mondiales pseudo-mortelles qui nécessitent des mesures exceptionnelles et on va créer des outils de contrôle pour ne pas mourir et être protégé de cette maladie qui elle-même a été provoquée et lancée ou exagérée jusqu'à devenir un problème mondial. Donc on crée un problème et on a déjà un outil de solution. Donc la solution à cette maladie, c'est la vaccination obligatoire et le contrôle de masse pour vérifier que tout le monde est vacciné, pour qui est présent dans le restaurant en même temps que vous. Est-ce que ce sont des gens dangereux pour vous ou pas? Donc vous voyez, c'est toujours ce même système. Ça, vraiment, à l'âge de bronze, c'est très typique. L'apparition de ces armes et de cette culture de la guerre, qui est due aux armes et au bronze lui-même, au métal, et la pseudo-solution d'une société dans laquelle une élite qui maîtrise le bronze, l'arme, la guerre, la politique, gouverne pour éviter aux hommes de souffrir de violences, d'attaques. Donc, je te propose de la protection contre les attaques, mais moi-même, je suis nommé par ceux qui fabriquent les armes. Et à cette époque, nous avons tous pris part à ces sociétés et nous avons accepté ce fonctionnement de la société. Nous avons accepté cette constitution d'un monde artificiel et un rôle à jouer. Et en faisant cela, nous avons commencé à nous faire identifier par ce système selon notre capacité de production, selon notre utilité potentielle. Un jeune guerrier, un comptable, c'est là qu'elles sont apparus énormément d'outils de gestion de la population, de la production. Des artisans qui, bien sûr, peuvent faire fondre les métaux, travailler les métaux, etc. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que... Alors, ça, c'est quelque chose que je décris dans le cours Médecine sacrée, si vous l'avez pas vu, le cours sur les 4 énergies de guérison.
Dans le processus de magie noire qu'on a décrit dans la vidéo précédente, l'identification, l'attachement et l'endettement sont complètement inconscients. L'être n'a absolument pas conscience à aucun moment de se faire identifier, de se faire attacher et de s'endetter. Il n'en a absolument pas conscience. Pour moi, ça pourrait être d'ailleurs un critère de magie noire. C'est l'inconscience totale. Donc une personne qui a été victime de magie noire, on pourrait dire que c'est à partir du moment où elle est vraiment complètement inconsciente. Et on lui fait subir quelque chose. C'est valable au niveau individuel, mais bien sûr c'est valable au niveau d'un peuple. À partir du moment où vous faites subir à une population entière quelque chose dont elle est inconsciente des vrais tenants et aboutissants. C'est pour ça que je prends souvent comme exemple la Première Guerre mondiale, que la pseudo-pandémie avec les masques et les vaccins sont aussi un très bon exemple. Les enfants ont porté le masque à l'école, on leur a appris à respecter les distances, à pas embrasser les gens, à pas dire bonjour à leurs grands-parents, à pas leur rendre visite et tout ça. Mais en réalité, le vrai but de tout cela est inconscient. Même les promoteurs de cette politique, le personnel soignant, par exemple, qui peut avoir la certitude qu'il fallait porter des masques à l'école, qu'il fallait que les enfants vivent tout ça, même eux sont très largement inconscients du réel but à long terme. Donc la magie noire est une forme d'intelligence supérieure, bien supérieure à l'homme, parce que elle travaille sur des durées beaucoup plus longues. Donc c'est pour ça que par rapport à la magie grise dont on parle, elle est beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'en tonalité, si on peut parler en tonalité de couleur, on mettrait vraiment le noir pour cette forme de calcul et de compréhension et de connaissance qui va voir beaucoup plus loin. Et c'est pour cela que la magie grise, en réalité, concerne beaucoup plus souvent même ce que nous on peut appeler la magie noire. L'histoire de faire du vaudou sur quelqu'un avec une poupée parce que, je sais pas moi, le classique en Afrique, mon mari me trompe avec telle femme et elle est en train de le manipuler pour qu'il se sépare de moi et pour qu'elle puisse l'épouser, donc on fait un combat par poupée interposée. C'est pas vraiment de la magie noire parce qu'il y a un niveau de conscience très élevé, on veut faire quelque chose. Et c'est à très court terme en réalité. On est vraiment dans de l'éphémère et du superficiel. La vraie magie noire est beaucoup plus profonde. C'est pour ça que ceux qui parlent de l'état profond commencent à comprendre qu'il y a des choses des forces qui travaillent l'humanité sur des durées plus grandes que le mandat d'un président ou d'un gouvernement, ou même que la vie d'un homme. Comme j'explique donc dans ce cours sur les 4 étapes de l'énergie de guérison dans le cours Médecine Sacrée, il y a des êtres qui sont dans l'énergie somatique, j'appelle ça somatique, c'est-à-dire complètement de sommeil. C'est le propre de la magie noire. Pour qu'un être soit victime de magie noire, en réalité, il est complètement inconscient. À partir du moment où on arrive dans la deuxième forme d'énergie, qui est celle de l'éveil, et même la troisième, qui est celle de la soi-conscience, alors on est dans le domaine de la magie grise. Revenons à nos expériences que nous avons faites dans ces sociétés de l'âge de bronze. Tout d'un coup, nous nous incarnons dans une société beaucoup plus structurée, on pourrait dire beaucoup plus violente, pas seulement violente parce qu'il y a la guerre qui est omniprésente et la culture guerrière, mais violente dans le sens d'imposer. Il y a une imposition extrêmement puissante des hiérarchies humaines et du rôle des individus. Il y a beaucoup moins place à l'énergie instinctive qui vient de la nature et qui nous parle. La plupart de ceux qui pratiquent la magie grise ne font que mettre en mouvement leur force créatrice naturelle pour leur bien. C'est-à-dire que tu peux très bien être ingénieur chez Google et travailler pour ton argent, pour ton bonus, ou parce que tu aimes la partie du travail que tu fais chez Google. Tu n'es pas nécessairement responsable de l'orientation générale de la société ou de tous ses programmes. Tu vois par exemple, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu parles d'un sujet, ensuite ton téléphone te montre des publicités ou te suggère des choses qui sont en rapport avec la conversation que tu as eue la veille. Tu es écouté en permanence, même si tu le veux pas. Tu es écouté, épié par des gens qui veulent te vendre. Eh bien ça,
ça existe déjà, depuis très très longtemps, mais pas de manière technologique physique. Mais il y a dans la vie des formes de vie autour de toi, énergétiques, qui t'écoutent. Et lorsque tu dis que tu veux quelque chose, eh bien, elles t'en rapprochent dans la vie. Donc, un être qui fait de la magie grise, en réalité, sait cela, il le sait, et il le met en mouvement. Mais il ne va jamais dire « oui, je fais de la magie grise ». Il vit tout simplement. Tu vois, par exemple, il va dire « oui, quand j'étais jeune, j'ai fait en France, j'ai fait l'ENA, l'École nationale d'administration, et puis en même temps, très jeune, je me suis politisé pour rentrer dans un parti politique. Et à 25 ans, j'ai été élu chef de section de mon département, et à 30 ans, j'ai brigué d'être maire de ma ville. Et puis à 50 ans, j'ai été nommé ministre. » En réalité, c'est de la magie grise, parce que il mobilise son énergie créatrice, ses capacités de faire quelque chose dans la vie, pour ce qu'il pense être le bien, son bien ou le bien. Ou pour ce qu'il pense être le mal. Il peut penser que c'est mal ce qu'il fait et il le fait. Mais en réalité, il sait même pas. Parce que un être qui fait de la magie grise est nécessairement envoûté, identifié, attaché, endetté, déjà au départ. La magie grise n'est qu'une expression d'un être qui subit déjà lui-même de la magie noire. Parce que si cet homme, au lieu de penser, sentir et désirer avec des égrégores, avec des mémoires, avec des énergies animatrices qui viennent du monde artificiel, s'il pensait avec les 7 règnes de la création, avec l'intelligence divine, s'il sentait, s'il désirait avec, eh bien il ne ferait pas de magie grise, parce que tout ce qu'il ferait serait en harmonie, en accord. Puis, lorsque tu prends du recul et que tu regardes ces fonctionnements globaux, tu t'aperçois que lorsqu'on a fait se sacrifier des millions de jeunes hommes, innocents, candides, purs, sur les champs de bataille en 1914, par exemple, c'est un sacrifice qu'on a fait pour avoir quelque chose. Et on va te dire à chaque fois, « Oh, c'est étrange, les guerres mondiales sont des opportunités de progrès technologique considérables. Durant chaque guerre, les scientifiques se bougent comme des dingues pour trouver des nouvelles substances, des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Et les dernières guerres mondiales, la guerre de sécession aux États-Unis, la guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les conflits sont des opportunités pour développer des nouvelles technologies. Mais ce sont des technologies de destruction et de guerre. Parce que pendant ces guerres, les ingénieurs, les grands diplômés, les génies des mathématiques, tout ce que vous voulez, les chimistes, qui ont des pentagrammes puissants, s'activent énormément. Pourquoi ils s'activent plus que d'habitude? Rappelez-vous, c'est très simple. La pensée vient de l'égrégore. Si 150 millions d'Américains disent « il faut trouver une solution pour détruire Hitler », toute la journée, parce que les médias le leur disent, ils veulent qu'ils trouvent une solution, eh bien, les scientifiques qui travaillent sur le projet Manhattan, c'est-à-dire la création de la première bombe atomique, en secret aux États-Unis, pendant la guerre, travaillent comme des dingues, eh bien, ils reçoivent une quantité d'énergie dans leur pensée colossale. Et eux, est-ce qu'ils travaillent pour le bien ou le mal? Ils sont persuadés de travailler pour le bien. Ils sont sûrs que s'ils découvrent une bombe atomique, ils feront tellement peur aux autres nations que tout le monde va s'écraser devant les États-Unis et que le camp du bien aura gagné. Quand ils ont lancé Opération Tempête du désert, donc la guerre des Américains, la coalition en Irak, quand on y repense, vraiment on se demande l'urgence d'ailleurs d'intervenir en Irak. Voilà, c'était pour neutraliser un individu dangereux. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc, on avait besoin que les populations soient avec l'armée, en disant « oui, il faut en finir ».
quand ils ont fait en 2003 la guerre au terrorisme, c'est un comble d'utiliser ces mots, une immense majorité de la population occidentale se disait « on est derrière les Américains et les forces de la coalition parce qu'il faut tuer Saddam Hussein, parce qu'il faut en finir avec le terrorisme ». Vous voyez, on a vachement fini, hein, c'est super, hein, bravo, ça a bien fonctionné. En réalité, c'est un afflux d'énergie, de l'égrégore, dans la pensée des êtres qui sont en charge de faire des choses. C'est de la magie grise. Est-ce que ceux qui travaillent au projet Manhattan pour créer la première bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils sont dans le camp du bien et est-ce qu'ils veulent le bien? Je te laisse répondre. Maintenant, je te pose la même question pour ceux qui étaient aussi dans un même projet de chercher la bombe nucléaire en Allemagne, pour les nazis. Il y en avait qui étaient en train de chercher à 2 doigts de découvrir la fission pour faire la bombe nucléaire. Il y avait les mêmes en Russie. Qui était dans le camp du bien? Qui était dans le camp du mal? Et finalement, où est le camp du bien aujourd'hui? Est-ce que ceux qui ont la bombe atomique sont dans le camp du bien? Et est-ce que tous ceux qui ont bossé pour la création de la bombe atomique ont finalement fait le bien? Est-ce qu'on est bien maintenant que tout le monde a la bombe atomique et que tout le monde peut se la lancer dessus? Donc, pourquoi c'est de la magie grise? Parce que c'est lorsque tu penses que tu vas faire le bien, mais comme tu ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants réels, parce que tu n'es pas un grand mage noir, comme je pense il n'en existe quasiment pas, ou si ce n'est pas, ce ne sont pas des humains qui ont cette capacité de voir sur des milliers d'années, comme tu n'as pas cette capacité, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et donc tu vas décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. À l'échelle micro, oh ma promotion, mon divorce, la maîtresse de mon mari, tu vois, pour des préoccupations comme ça. Et à l'échelle macro, en disant, nous devons avoir la puissance parce que nous sommes le camp du bien. Mais qu'est-ce que le bien? Est-ce que faire le bien dans une société déjà soumise à de la magie noire, dans lequel tu n'es plus identifié réellement à qui tu es, mais on t'a identifié un personnage, est-ce que tu peux faire le bien là-dedans? Et tu vois, je trouve très intéressant, encore une fois dans le Seigneur des Anneaux, c'est pourtant pas du tout ma seule référence, mais c'est parce que j'en ai parlé, ce fameux Gandalf, ce qui est un magicien, qui est Gandalf le gris, et après certaines épreuves, il devient Gandalf le blanc. Parce que il est Gandalf le gris, et pourtant il fait plein de choses super, il aide, il est sage, il est connaissant, mais il est gris parce que sa notion du bien et du mal est encore trop personnelle, et elle est encore trop soumise aux influences extérieures. C'est qu'après certaines épreuves qu'il comprend l'absolu du bien et du mal, et qui va le faire entrer dans la magie blanche.